Nous sommes en 1973. Le programme Apollo touche à sa fin, le budget est revu à la baisse, et plusieurs missions sont annulées, mais en parallèle, Nixon lance le programme de la navette spatiale. Comme pour Apollo, un appel d'offres est réalisé afin de trouver les entreprises qui vont en concevoir les différents éléments. Mais comme cet appel d'offres est international, la France se dit que ça ferait une chouette opportunité d'exporter son savoir-faire. Elle va donc proposer la protection thermique de ses missiles balistiques ou encore un système de commande de vol électrique mis au point par Dassault. Mais les États-Unis font vite comprendre à la France que ce genre d'éléments importants sont réservés à des entreprises américaines. Si la France veut se joindre au projet, elle devra se contenter de tâches ingrates. C'est-à-dire principalement usiner des pièces conçues par ces chers Yankees. Et là, la France dit « Eh ben si c'est comme ça, allez bien vous faire foutre, on va concevoir notre propre navette spatiale. » Bon, ils l'ont pas exactement dit comme ça. Mais n'empêche que c'est comme ça que l'Hermès est né. Revenons un poil en arrière dans les années 60. À ce moment-là, la course à l'espace est déjà lancée et l'Europe se sent toute petite entre les deux géants américains et soviétiques qui balancent des lanceurs de plus en plus gros en orbite et au-delà. Or, l'Europe, et surtout la France, a aussi des projets spatiaux, mais elle est obligée de compter sur l'un ou l'autre pour emmener sa charge utile dans l'espace. Rappelez-vous du tout premier épisode d'AstronoGeek, ce sont les Français qui ont permis de mesurer la distance Terre-Lune au millimètre près grâce à leur catadioptre embarqué à la fois par Apollo et les lunarods russes. Donc, en 1963, pour accéder à une certaine indépendance, est fondé le CECLES, le Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux. Chacun des pays membres, à savoir la Belgique, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Australie, qui, comme tout le monde le sait, est un pays européen, participent au projet à hauteur d'un élément de la fusée qui sera nommé Europa. Le Royaume-Uni recycle un missile non utilisé en premier étage, la France conçoit le deuxième, l'Allemagne le troisième, l'Italie réalise la coiffe, les Belges le système de guidage, et les Australiens la font décoller. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer ? Le manque de coordination entre les différents membres du projet mène à une série d'échecs qui vont enterrer Europa en 1971. La France fait le ménage et réorganise ce joyeux bordel dans la toute nouvelle agence spatiale européenne. Et son objectif est toujours le même. Aller dans l'espace, putain! Pour ce faire, il s'appuie sur le programme L3S pour lanceur de troisième génération de substitution, inspiré des fusées Europa et lancé en 1973. Alors oui, on pourrait trouver ça audacieux de s'inspirer d'un lanceur qui a foiré. Mais tout n'était pas acheté, loin de là, puisque ce nouveau lanceur français, rebaptisé Ariane, apportera à l'Europe un succès commercial sans précédent dans le domaine du spatial. Nous sommes alors à la fin des années 70 et l'ESA arrive même à refourguer aux Américains un laboratoire spatial à embarquer dans leur navette, le Space Lab. C'est un module conçu notamment en République fédérale d'Allemagne et en Italie, dans le style des modules de station spatiale, mais installé dans la soute de la navette pour y réaliser des expériences en vol. Ouais, alors à l'époque, l'Allemagne était encore coupée en deux par le rideau de fer. Si je dis Allemagne, je fais référence à la RFA, le côté ouest. Bref, en 1979, Ariane décolle pour la première fois mais montre vite ses limites. Plusieurs modèles plus puissants sont développés, Ariane 2, 3 et finalement 4, un engin beaucoup plus puissant et bien plus adapté aux nouveaux satellites de télécommunications qui prennent beaucoup d'embonpoint. Et tout ce petit monde est tiré en France, à Kourou, en Guyane. Mais revenons en 1976. C'est à ce moment-là que la France, ou plus précisément le CNES, se dit qu'il est temps d'envisager un programme Ariane habité. Deux options sont à l'étude, une capsule à usage unique ou un planeur réutilisable dans le style de celui que les Américains développent eux aussi. L'année suivante, le projet d'avion spatial, qui s'appelle déjà Hermès, voit le jour. Il sera destiné à des missions en orbite basse, avec pour objectif principal de relier la future station spatiale française Solaris pour station orbitale et laboratoire automatique de rendez-vous et d'intervention spatiale. Oui, une station spatiale française. À l'époque, on manquait pas d'ambition. Dans la mythologie grecque, Hermès est le messager des dieux. Il est le fils de Zeus et de Maïa. Il porte des sandales et un casque ailé, ainsi qu'un caducée. Dieu du commerce et des professions itinérantes, il protégeait les voyageurs et les commerçants, mais aussi les athlètes et les voleurs. Le nom d'Hermès pour un avion spatial français est proposé par Frédéric Dall'Est,
le président d'Arianespace, lors de la première réunion de travail sur le sujet. En 1983, le CNES abandonne la capsule pour se concentrer sur l'avion spatial. Plus confortable, plus polyvalent et potentiellement moins coûteux car réutilisable. Il s'agira donc d'un planeur hypersonique emportant 3 membres d'équipage et 400 kg de fret. Au début du projet, en 1978, il est question de l'embarquer au sommet d'une Ariane 4. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Ariane 1 n'a même pas encore volé. Mais au début des années 80, le profil d'Ariane 5, qui à ce moment-là n'est qu'une Ariane 4 gonflée aux hormones, se dessine à l'horizon. Vu que celle-ci est dotée d'une capacité d'emport de 10 tonnes en orbite basse, il est donc possible de devenir plus audacieux et l'Hermès prend du poids pour emporter 2 pilotes et 3 passagers, ou 1,5 tonne d'équipement. Le tout dans une soute pressurisée d'un peu plus de 6 mètres et d'une quinzaine de mètres cubes. Il est doté d'un booster d'urgence ventral en cas d'urgence, capable de produire une poussée de 80 tonnes pendant 5 secondes afin de le séparer d'un lanceur défaillant, et l'engin est entièrement automatisé et se pilote tout seul. En 1980, les premiers tests en soufflerie sont menés, la rentrée atmosphérique et l'atterrissage semblent alors au point. Le projet est estimé à 10 milliards de francs et devrait voir le jour au début des années 90, en même temps que le lancement de la station Solaris, qui est estimé à 9 milliards de francs. Mais rapidement, les choses se gâtent. Et ouais, c'est bien beau tous ces projets, mais bon, le CNES n'en a pas les moyens. Il va donc devoir s'associer à d'autres pays. Il se trouve qu'au même moment, les Allemands et les Italiens planchent sur un projet de station spatiale, baptisé Columbus, qui est nettement mieux foutu que Solaris. Sauf que s'ils veulent s'y rendre, ils vont devoir compter sur les Américains ou les Soviétiques. Autant dire que tout ce petit monde est fait pour s'entendre. Mais la même année, Ronald Reagan lance son projet de station spatiale internationale baptisé Freedom, qui deviendra bien plus tard l'ISS, et propose à l'Europe de se joindre au projet. Columbus devient alors un élément de la station Freedom, et l'ESA se dit qu'il est peut-être plus simple de compter sur les Américains pour y accéder. L'Hermès est néanmoins étudié et à ce stade du projet, il doit être lancé au sommet d'une Ariane 5. La vraie cette fois, et gonfle encore. Il doit maintenant emmener entre 4 et 6 spationautes et une charge utile de 4,5 tonnes. Il a maintenant une longueur de 15 mètres et une masse totale au lancement d'un peu plus de 16 tonnes, avec une autonomie de vol de 10 jours, extensible à 3 mois s'il est amarré à une station. En fait, l'Hermès devient très similaire à la navette spatiale américaine, mais en plus petit. La France devait assurer la moitié du taf de développement. L'autre moitié a été distribuée principalement à l'Allemagne, une partie à l'Italie, avec une participation minoritaire de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse, de l'Autriche, du Danemark et de l'Irlande. Il était même question d'y inclure la Norvège et le Canada. Les délais de conception devaient permettre un premier vol en 1995. Mitterrand lance officiellement le programme en février 1984 et l'ESA commence à chercher des partenaires pour la production. La France souhaite que le programme spatial européen s'articule autour de 3 grands projets, Columbus, Ariane et Hermès. Mais les autres pays ne sont pas de cet avis et considèrent l'Hermès comme facultatif, si on peut accéder à Columbus grâce aux Américains. La France, si elle tient à son projet, va donc devoir commencer le développement seule. Le CNES estime que le projet va maintenant coûter 14 milliards de francs et espère que les autres pays le financeront à hauteur de 50%. Il va donc, avec ses 2 principaux partenaires dans le développement de l'avion spatial, à savoir Dassault et Aérospatiale, entamer une grosse campagne de lobbying pour lever des fonds. En mars 1984, le CNES passe un contrat d'une durée de 2 ans avec Aérospatiale et Dassault pour une étude préliminaire d'avant-projet de l'Hermès. L'enjeu, c'est la responsabilité du programme. Pendant près de 2 ans, chacun mène ses propres études, chaque industriel mettant dans ses travaux 3 à 5 fois plus d'argent que le CNES ne lui en a filé. À ce moment-là, on a donc 2 projets qui sont en concurrence. Dassault propose un avion à aile delta sans empennage vertical et avec une soute non pressurisée. Aérospatiale propose de son côté un avion dans le style de la navette américaine, à aile en double delta avec un empennage vertical. Il va falloir en choisir un des 2. Le CNES favorise le projet de Dassault, mais le Premier ministre Laurent Fabius refuse ce choix et impose Aérospatiale. Après des négociations serrées, il est décidé de couper la poire en 2. Dassault se chargera de tout ce qui se passe dans l'air et Aérospatiale de ce qui se passe dans l'espace. En gros, on file à chacun des responsabilités dans son domaine de prédilection. En 1985, le projet est officiellement présenté aux délégations et aux industries européennes. Aérospatiale va se charger de la cellule, de la logistique et de l'avionique.
Dassault s'occupe de l'aérodynamisme, de la protection thermique et des systèmes de vol. L'entreprise française Matra s'occupe de l'avionique, les Allemands de Messerschmitt gèrent les moteurs et les systèmes de sauvetage, l'avionneur français Dornier l'habitacle et les systèmes de support de vie, les Italiens d'Aeritalia gèrent le contrôle thermique de la cellule et les Belges de TCA s'occupent de l'alimentation en électricité. Ceux de Bell se penchent sur les communications et Elanco travaille sur les piles à combustible. Aux Pays-Bas, Fokker travaille sur un bras robotisé et Airbus s'occupe de son côté de modifier un A300 pour transporter la navette entre l'Europe et la Guyane. Finalement, pour ce qui est du profil de l'avion spatial, c'est celui de Dassault qui sera privilégié. Son cockpit sera basé sur celui de l'A320 et il sera équipé de tuiles thermiques qui avaient initialement été proposées par la France aux États-Unis pour leur navette, avant de se prendre un bon gros vent des familles. Le profil de rentrée de l'Hermès n'est pas le même que celui de la navette américaine. La navette américaine expose son ventre lors de la rentrée, mais l'Hermès, lui, file le nez beaucoup plus vers l'avant. C'est donc tout l'avant de l'avion, cockpit compris, qui doit être recouvert de tuiles thermiques. Et celles-ci sont bien plus complexes que celles de la navette américaine. Elles sont en carbure de silicium et tiennent la dragée haute à des températures de 1400 degrés pendant 20 minutes. Et en plus, elles sont réutilisables. Contrairement aux tuiles américaines collées sur la structure de la navette, celles-ci sont intégrées à la structure même de l'avion. L'Hermès a été redessiné maintes et maintes fois, mais c'est à ce moment-là qu'on arrête son design sous le nom de code Hermès 035. Il fait alors 18 mètres de long et 10 mètres d'envergure, avec des ailes made in Dassault au bord d'attaque incliné de 74 degrés et des winglets à leurs extrémités pour assurer sa stabilité. La cabine pressurisée de 25 mètres cubes pourvue d'un sas est réalisée en aluminium et le fuselage en matériaux composites de carbone. L'alimentation électrique est fournie par des piles à combustible soutenues par des batteries au lithium. L'Hermès possède alors deux moteurs de 2 tonnes de poussée, les mêmes que le dernier étage de l'Ariane 5 qui doit l'emporter en fait, ainsi qu'un système de contrôle d'attitude au peroxyde d'azote dont les moteurs ont une poussée variable entre 1 et 40 kg. Il peut emporter un équipage de 4 personnes pour 10 jours en orbite basse. Aérospatial s'en sort bien dans le développement, parce que bon, une fois dans l'espace, un vaisseau spatial c'est un vaisseau spatial, ça on sait faire. Mais Dassault galère un peu plus, parce que eux, ils doivent dealer avec les contraintes aérodynamiques de l'avion, et faire en sorte qu'il vole correctement. Or, les souffleries européennes ne sont pas assez perfectionnées pour tester le profil de l'Hermès, notamment la rentrée atmosphérique supersonique. Le CNES décide donc de construire une version miniature à l'échelle 1/4, baptisée Maya, comme la mère d'Hermès dans la mythologie, capable de voler de manière autonome et qui devait être lancée en 1989 au sommet d'une Ariane 4. Bien évidemment, la conception de Maya a un coût et le milliard de francs nécessaire s'ajoute à la facture générale alors que c'était pas prévu. À l'aube de 1986, le planning est fixé et 2 avions sont programmés. Hermès 01 sera assemblé en 1991 et Hermès 02 en 92. Comme pour la navette américaine, on commencera par des essais atmosphériques avec largage depuis l'Airbus et test d'atterrissage autonome à Istres pour l'Hermès 02, tandis que l'Hermès 01 sera envoyé à Kourou pour des tests avec le lanceur. Et en 1995, Hermès 01 décollera sur Ariane 5, suivi 6 mois plus tard par Hermès 02. Chaque avion devra pouvoir encaisser 30 vols avant d'être remplacé. Mais l'Allemagne peine toujours à trouver sa place dans le projet. L'agence spatiale allemande, la DFVLR, n'a pas vraiment de poids politique, et les 6 ministres qui ont un avis à donner sur la question en ont tous indifférents. Et là, une couille arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Madame, monsieur, bonsoir. Ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait 7 astronautes à bord. Selon la NASA, il n'y a pas de survivants. Avant de revenir sur les détails et sur les explications de cette catastrophe, tout de suite les images de l'accident et des secondes qui l'ont précédé avec Hervé Brosini. Après l'accident de Challenger, l'Europe prend conscience qu'une navette sans système de secours fiable et efficace à n'importe quel moment du décollage n'est pas vraiment une bonne idée. En 1987, on redessine donc l'Hermès. Après avoir étudié la possibilité de lui adjoindre une tour de sauvetage, il est maintenant équipé d'une capsule éjectable autonome, efficace jusqu'à Mach 7 et 55 km d'altitude. Seulement, avec ce poids supplémentaire, l'équipage est limité à 3 personnes et la charge utile passe de 4,5 tonnes à seulement 3.
On abandonne aussi la possibilité d'avoir des portes de soute et donc de larguer une charge utile en orbite. Ce nouveau design demande de repousser le premier vol de 2 ans et fait gonfler la facture. En mai 87, Dassault et Aérospatiale remettent leur copie à l'ESA. La phase de développement doit commencer en avril 88 et se chiffre à 31 milliards de francs, soit presque le double de ce qui était prévu et le triple de la première estimation à l'origine du projet. Le nouveau design est approuvé en novembre 87. On décide d'abandonner Maya et de le remplacer par un vol automatique de H-01 sur Ariane 4. Mais tout ça, ça repousse encore le premier vol qui est alors programmé pour 1998. En juin 87, la première maquette grandeur nature de l'Hermès est exposée au Salon du Bourget où elle fait grande impression. Frédéric Dallest y annoncera un premier vol prévu pour avril 95. Mais si vous regardez bien, vous pouvez constater un profil étrange à l'arrière. Et oui, celui qu'on appelle maintenant le VSH pour véhicule spatial Hermès se voit affublé dans son nouveau design d'un pod à l'arrière. Car ce n'est plus seulement une navette spatiale. Il est maintenant divisé en 3 parties. D'abord, l'avion en lui-même, d'une masse de 15 tonnes et d'une longueur de 12 mètres, avec un habitacle de 25 mètres cubes, emportant 3 spationautes. À bord, ceux-ci porteront des scaphandres dérivés du Sokol russe. Ensuite, le module de ressources Hermès, ou MRH, le fameux pod. L'avion doit rester léger pour son vol atmosphérique, mais il a tellement été redessiné qu'on n'arrive plus à tout faire rentrer dedans. Il faut donc lui adjoindre ce module de 8 tonnes contenant 1,5 tonne de charge utile, mesurant 5 mètres et demi et d'un volume de presque 30 mètres cubes, qui emporte les moteurs orbitaux, le système d'arrimage, le système de contrôle de température, les réservoirs d'oxygène, de carburant et d'eau. Ce pod, pas terriblement adapté au vol atmosphérique, est donc largué avant le retour. Et le dernier module, c'est le dernier étage de l'Ariane 5 qui doit servir à des manœuvres orbitales avant d'être largué. Et là, ça commence à puer sévère. Parce qu'on est passé d'un avion réutilisable à un machin fait de 3 modules, dont 2 sont perdus à chaque vol. Pour un projet censé être économique, ça commence à faire beaucoup. En juin 88, l'ESA fait une revue complète du projet et se dit exactement la même chose. Entre les éléments jetables et la capsule de sauvetage qui pénalise beaucoup la capacité d'emport, donc on décide finalement de renoncer à cette dernière, car trop encombrante, et de la remplacer par des sièges éjectables inspirés de ceux de la navette russe. Seulement, ceux-ci ne peuvent fonctionner que jusqu'à Mach 2. Et après, faut serrer les fesses et espérer que tout aille bien. Mais fin 88, ça se gâte encore. Le CNES annonce que les estimations de coûts ont été revues à la hausse, et de 31, on passe à près de 40 milliards. Il est alors décidé d'étaler le développement de la navette dans le temps, histoire de diluer un peu les dépenses. Et comme la navette ne cesse de grossir, une nouvelle version d'Ariane 5 doit être développée, la Mark II, qui va devoir remporter les 25 tonnes du projet de 89, contre les 10 tonnes prévues initialement. Mais bon, le développement suit son cours. En juillet 92, Aérospatiale livre le nez de l'Hermès, capable de résister à 1600 degrés lors de la rentrée. Le projet est revu à la baisse avec la proposition française de l'Hermès X2000, une version inhabitée expérimentale. Elle devrait être testée en 2000 avant d'être réaménagée en 2004 pour des vols habités. Semblable au H01, le X2000 serait allégé de l'équipage et des équipements de vie. Il devait permettre de réduire de 40% les dépenses du projet jusqu'en 2000. Mais en octobre de la même année, devant l'envol du budget alloué à l'Hermès, l'Allemagne décide de se retirer du projet. Or, c'était après la France le plus gros pourvoyeur de fonds. Une réunion se tient en catastrophe en Espagne le mois suivant, où on cherche un moyen de poursuivre sans l'Allemagne. Des 2 avions à produire, on abandonne le H-02, on repousse le premier vol à 2001, mais rien n'y fait. Le projet reste trop cher sans le soutien de l'Allemagne. Le 23 novembre, la réunion des États membres de l'ESA à Grenade en Espagne annonce la fin du programme Hermès. Le projet est alors réduit à des études sur un nouveau système de transport en orbite basse, le CTV, qui ne verra jamais le jour, ainsi qu'à l'ATV, le véhicule inhabité qui sert aujourd'hui à ravitailler l'ISS. Mais,
En janvier 1993, Jacques Chirac, alors candidat à la présidentielle, déplore la décision prise à Grenade d'abandon du projet, qu'il dit être la suite logique après Ariane, et annonce son souhait de le voir relancé. Il trouve ça vraiment con qu'après avoir dépensé presque 9 milliards de francs, le gouvernement décide d'abandonner un projet en bonne voie et soutenu aussi bien par les industriels que l'opinion publique, juste à cause de la pression des autres membres de l'Union européenne. Car après tout, à la base, l'Hermès, ça reste le bébé de la France. De plus, l'abandon d'un tel projet aggraverait la situation déjà précaire du secteur spatial français, qui se retrouverait alors en difficulté pour maintenir sa position de leader dans le domaine spatial en Europe. Tout en reconnaissant que ça va poser des problèmes techniques et financiers encore à régler, Chirac promet alors de reconsidérer le projet Hermès s'il est élu président. Et ce sera le cas. Mais seulement 2 ans plus tard, en 1995. Et à ce moment-là, la phase de réorientation du projet est déjà achevée. Le CNES et l'ESA sont passés à autre chose. Le projet Hermès est arrêté. Moi, je voudrais juste un point, Patrick Baudry, parce que vous faisiez partie, avec Jean-Loup Chrétien, des premiers spationautes français entraînés pour partir dans l'espace. Et tout d'un coup, on a renoncé au projet Hermès, on a renoncé au vol habité en France. Pour quelles raisons? Et en Europe, bien sûr. Pour des raisons politiques, très clairement, sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Mais moi, j'étais très heureux. Justement, je vous demande de vous étendre dessus. Je voudrais comprendre pourquoi. J'essaye de comprendre pourquoi. C'était économique ou c'était politique? C'était purement politique. Purement politique. Ça a été déclamé en termes économiques pour les médias, pour les beignets oui-oui, etc. En fait, la raison était politique, une mésentente entre les Allemands et nous. Nous, Français, on est toujours leaders. L'espace européen existe grâce à la France. Même si ensuite les autres nous ont rejoints et que maintenant il y a quelque chose de réellement important dans notre structure. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. Et Hermès, les Allemands y étaient, bien sûr, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils n'étaient pas heureux d'y être et encore de ce leadership français. Donc il y a eu sur le plan politique un échange entre Mitterrand et Kohl pour que Hermès soit abandonné, en échange de concessions de la part des Allemands sur la préparation du traité de Maastricht. Et on a dit aux médias que c'était pour des raisons économiques. Ça n'avait aucun sens. On était 13 pays européens. On avait dépensé 8 milliards de francs, pas d'euros, en 6 ans. Enfin, ça n'a aucun sens, peu importe. En fait, c'était un peu l'histoire des fusées Europa qui se répétait. L'ESA sous-traitait au CNES, qui sous-traitait à une série d'industriels qui ne travaillaient pas en collaboration assez étroite, voire n'arrivaient pas à s'entendre. Ajoutez le poids de la politique par-dessus, et vous avez la recette d'un foirage annoncé. Néanmoins, les retombées technologiques ont été très intéressantes. Et l'une des conséquences majeures du projet, s'il ne fallait en citer qu'une, ce serait la fiabilité d'Ariane 5. Et ouais, c'est l'un des lanceurs les plus fiables du marché. Et pourquoi? Parce qu'elle a été conçue pour emporter un équipage. Il valait donc mieux pas qu'elle foire en cours de route. Mais après l'échec de l'Hermès, un autre projet voit le jour. L'IXV, le véhicule expérimental intermédiaire, conçu par le CNES, encore et toujours, avant d'être repris par l'ESA. Sa protection thermique et son système de guidage, il les doit à l'Hermès. Il fera un vol suborbital en 2015 et... c'est tout. L'histoire est-elle terminée? Eh bien non. Dans les années 2000, l'Hermès renaît de ses cendres, en Suisse. Je m'appelle Pascal Jossy, j'ai la chance d'être le CEO de Swiss Space System. Aujourd'hui, S3 compte 40 collaborateurs. On a des résultats fructueux grâce à nos différents partenariats et au travail exceptionnel qui a été fait au sein d'S3. Les premiers résultats qu'on a obtenus, ce sont des bases numériques, une architecture du système et tous les éléments nécessaires à la fabrication de la structure. Je m'appelle Benoît Depère, je m'occupe chez S3 du département recherche et développement. J'ai rejoint S3 après des expériences précédentes à la NASA et à l'Agence spatiale européenne. La forme de la navette s'inspire de nombreux véhicules de rentrée européens et plus particulièrement de la navette de l'Agence spatiale européenne, Hermès. Beaucoup de travail a dû être fait en partant de l'inspiration d'Hermès pour arriver au SOAR actuellement. Un gros travail a été entrepris avec l'Agence spatiale européenne, main dans la main avec la section aérothermodynamique,
afin d'étudier et de simuler les charges thermiques, charges structurelles et optimiser la trajectoire de notre vaisseau. Avec l'aide de notre partenaire Dassault Aviation, nous effectuons un travail de choix, de sélection et de comparaison de sous-systèmes avions existants qui pourraient satisfaire notre profil de mission. Ces sous-systèmes seront intégrés sur une structure primaire fabriquée et conçue par la Sonacap. Nos résultats concluants nous ont permis aujourd'hui d'intégrer un nouveau partenaire, Thales Alenia Space Italy. Ce partenaire est réputé grâce aux modules pressurisés comme Columbus qui sont aujourd'hui sur la station internationale. Cette expérience va nous permettre d'avoir un caisson pressurisé à l'intérieur du SOAR qui remplacerait le satellite, qui permettrait de faire de la microbiologie, de la recherche en microgravité. La collaboration avec Thales Alenia Space Italy permet d'ouvrir la collaboration avec le Centre des astronautes à Cologne. Cette double collaboration apporte à S3 les éléments nécessaires pour pouvoir établir les terreaux de certification, les terreaux de développement pour le vol habité. Les prochaines étapes du projet, ce sont les essais en soufflerie. Ces essais en soufflerie vont nous permettre de valider tous les résultats et les calculs qui ont été faits aujourd'hui, de valider la trajectoire pour mettre en orbite des satellites. Tout ce savoir-faire et l'intégration de nouveaux partenaires vont nous permettre d'établir le terreau de demain pour le vol intercontinental à haute vitesse. Ce vol intercontinental à haute vitesse est l'évolution normale de telle manière que l'aviation a remplacé les bateaux de continent à continent, les vols suborbitaux remplaceront l'aviation. Avant même d'avoir pu réaliser le moindre vol, Swiss Space System est déclaré en faillite en 2017. Que reste-t-il du projet Hermès aujourd'hui? Une maquette. En 1986, le CNES a fait réaliser une maquette visitable de 7 tonnes pour le Salon du Bourget. Elle aura été exposée à Paris, mais aussi Madrid, Toulouse, Strasbourg, Hanovre ou encore Bordeaux. Après l'abandon du projet en 1993, la maquette est disposée dans la cour de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de construction aéronautique à Toulouse, où elle est laissée à pourrir. Littéralement. La tempête de 99 en fera même tomber le nez, et elle restera dans cet état jusqu'en 2005, quand elle est chargée sur un camion et emmenée jusqu'au Bourget, où elle est stockée dans un hangar avec d'autres épaves, en attente d'une éventuelle restauration. Les Hermès H01 et H02 n'auront jamais été construites. L'Hermès X2000 a à peine eu le temps d'exister en tant que projet, et le SOAR de Swiss Space System est né dans une entreprise trop ambitieuse au regard de ses moyens financiers. Reste une maquette pourrie dans un hangar du Bourget, quelques modèles réduits poussiéreux dans des musées, et c'est tout. Ou presque. Car il y a un avion Hermès dont je n'ai pas encore parlé.